Bonsoir. Au regard des dernières nouvelles, l'actualité dans le secteur minier est noire à l'image de la mine elle-même. Il n'est qu'à voir la mine grave et la colère noire du ministre des Mines ad intérim lors de sa dernière visite d'inspection dans la région de l'Est et les sanctions musclées prononcées illico presto. Dans le secteur de l'or, de loin le plus convoité, par conséquent le plus juteux, explorateurs et exploitants se conduisent comme dans l'abbaye de Thélème, dont la devise licencieuse, selon François Rabelais, était « Fais ce que tu voudras ». De fait, c'est environ 200 entreprises qui opèrent illégalement dans l'exploitation artisanale ou semi-mécanisée dans les régions de l'Est et de l'Adamawa. Suprême hérésie, plus de 95% de ces sociétés minières hors la loi sont étrangères de sources gouvernementales. Tout ce qui brille là-bas n'est donc pas or, et même pour tout l'or du monde, l'État ne se laissera plus faire, ne laissera plus faire. Dans cette volonté de garder la haute main sur un domaine d'activité stratégique et rentable, le chef de l'État, Paul Biya, a donc créé la Société nationale des mines qui célébrait en avril dernier ses 5 ans d'existence. L'événement est intervenu dans un contexte assez trouble du fait du scandale sur les chiffres de l'or, principalement les 15 tonnes acheminées aux Émirats arabes unis par des voies illégales. Comment cela a-t-il bien pu se passer? Comment la Sonamine vit-elle cela? Et comment vit-elle d'ailleurs elle-même pour alimenter le trésor public? Face à toutes ces questions, le silence n'est pas d'or ce soir pour notre invité. C'est une de ces âmes bien nées dont la valeur n'a pas attendu le nombre des années, selon l'expression de Pierre Corneille. Sa nomination non plus n'a pas attendu, qu'il a établi à travers le conseil d'administration comme tout premier directeur général de la Société nationale des mines depuis le 16 avril 2021. Ingénieur des mines et de la géologie, Serge Hervé Boyogueno est avec moi dans ce studio. C'est l'invité de cette sortie de votre magazine Actualité Hebdo. Serge Hervé Boyogueno, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Romuald Tussé, et merci de m'avoir invité. Pour beaucoup de Camerounais, le directeur général de la Sonamine, c'est un homme qui marche avec des lingots d'or dans sa voiture, peut-être même dans les poches de sa veste, et qui peut les distribuer selon sa fantaisie. Est-ce que c'est comme cela qu'il faut vous voir? C'est comme cela que vous êtes? Nous aimerions souhaiter avoir autant d'or que le commun des mortels en pense, mais la réalité est tout autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'or qui est temporairement disponible à la Sonamine provient de la collecte de l'impôt synthétique minier libératoire et du droit de sortie. La Société nationale des mines accompagne l'administration fiscale dans la collecte de l'impôt synthétique minier libératoire. Elle accompagne l'administration douanière dans la collecte du droit de sortie. C'est pour vous dire que nous sommes l'accompagnateur des structures qui sont en principe chargées de la collecte de cet or sur le terrain. Donc, l'or que nous détenons à la Sonamine est en partance pour le ministère des Finances. Donc, une fois collecté, fusionné, affiné, nous rétrocédons systématiquement au trésor public. Donc, il est impossible pour le directeur général de la Société nationale des mines de détenir par devers lui de l'or, ou alors la Sonamine de détenir de l'or. Donc, si on fait un tour dans votre cabinet, dans votre bureau, on ne trouvera rien, même dans les tiroirs. Même pas un gramme. Lorsqu'on vous a nommé à la fin de votre trentaine, à la tête d'une société aussi stratégique que la Sonamine, vous vous êtes dit quoi en apprenant cette nouvelle? Vous avez réagi comment? La première chose, c'était de magnifier le Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'avoir tourné son regard vers moi, de remercier le chef de l'État pour la très haute estime qui avait été placée en moi. Je me suis imaginé l'immensité de la tâche qui m'attendait et je me suis juré de travailler corps et âme
pour pouvoir mériter la très haute confiance que le chef de l'État venait de placer en moi. Et c'est ce que nous nous battons à faire au quotidien, à mériter, travailler pour mériter la confiance du chef de l'État. Alors, 5 ans déjà que cela dure, avez-vous déjà fixé les fondations de cette maison qui est regardée par beaucoup comme une mine d'or? La tâche n'a pas été facile parce que, voyez-vous, la Société nationale des mines est créée en 2020 et en 2020, le secteur minier était régi par la loi portant code minier de 2016. Et cette loi ne prenait pas en compte les missions dévolues à la SONAMIN. Donc vous avez un décret du chef de l'État qui fixe vos missions, mais vous avez dans la loi portant code minier des dispositions qui sont un peu contraires à vos missions. Je pourrais prendre un exemple. Le décret portant création de la SONAMIN donne à la SONAMIN l'exclusivité de l'achat et de la commercialisation de l'or et du diamant. Par contre, dans la loi portant code minier de 2016, il est dit à l'intérieur que le ministre en charge des mines peut attribuer toute personne physique ou morale à l'exercice des opérations d'achat et de commercialisation de l'or et du diamant à travers un agrément qu'on appelle le bureau d'achat. Donc, il a fallu pour la SONAMIN, au cours de ces 5 dernières années, batailler pour pouvoir avoir un code minier qui prenne en compte les missions dévolues à la SONAMIN. Et Dieu merci, le chef de l'État a promulgué en 2023 un nouveau code minier qui venait répondre à ces exigences-là. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons vous assurer que la Société nationale des mines est entièrement et complètement structurée. Elle a un certain nombre de projets qu'elle développe pour son propre compte et sur le terrain, elle gère un certain nombre d'activités également pour le compte de l'État. Donc après la promulgation de la loi portant code minier de 2023, il a fallu attendre novembre 2025 pour voir les décrets d'application être signés et ainsi donner plein pouvoir à la Société nationale des mines pour pouvoir se déployer. De votre point de vue, à la fois en tant qu'ingénieur des mines, mais également en tant que directeur général, est-ce que les textes du secteur minier aujourd'hui au Cameroun sont de bons textes et permettent que l'activité se déroule en faveur du Cameroun, des Camerounais et du Trésor public? Sur Romuald, vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Mais nous pouvons vous assurer que la loi portant code minier de 2023 est l'une des lois les plus avancées que ce pays ait connues. Cette loi, elle est bonne, elle est très bonne. Le seul problème que le secteur minier rencontre aujourd'hui, c'est la non-application des dispositions législatives et réglementaires. C'est ça qui peut faire en sorte qui peut donner l'impression qu'on n'a pas une bonne loi. Mais cette loi a apporté des innovations pour lesquelles nous sommes les pionniers en Afrique. Le partage de production qui existait avant dans le secteur pétrolier, nous l'avons ramené dans le secteur de la mine solide, qui est fixé à entre 1 et 5% pour les substances précieuses et semi-précieuses et de 2 à 15% pour les autres substances. La loi portant code minier est également venue résoudre un gros problème au niveau des négociations des conventions minières. Elle a créé un cadre de négociation des conventions minières. C'est vous dire que la dernière convention que nous avons négociée, l'opérateur a reconnu avoir soumis une étude de faisabilité qui avait beaucoup d'erreurs parce qu'il y avait des incohérences entre son étude de faisabilité et son modèle financier. Il nous a demandé des délais supplémentaires pour pouvoir faire amender son étude de faisabilité faite par un cabinet de renom. C'est vous dire que les dispositions de la loi de 2023, lorsqu'elles sont appliquées, porte des fruits. Il y a également les autorisations d'exploitation artisanale au sens strict. Avant, c'était délivré par le ministre des Mines. Il fallait partir des zones très reculées, introduire le dossier au niveau de la délégation départementale, qui acheminait le dossier au niveau de la délégation régionale, qui, elle, transmettait le dossier au niveau du ministère des Mines. Les délais ont été drastiquement réduits, puisque maintenant, c'est les maires territorialement compétents qui procèdent à la signature des autorisations d'exploitation artisanale au sens strict. Et pourquoi, malgré ces bons textes, vous dites que leur application pose problème? Qui refuse d'appliquer les textes? Ce sont les exploitants
ou ce sont les fonctionnaires camerounais? Avant d'arriver au niveau des exploitants, il y a d'abord ceux qui sont appelés à mettre en application les textes. Les exploitants ont leur part de responsabilité, mais ceux qui sont appelés à mettre en application les textes ont une grosse part de responsabilité. Avez-vous quelques indicateurs de bilan de ces 5 premières années? Les indicateurs de bilan de ces 5 premières années, nous pouvons prendre le sujet qui est sur la table, l'or, puisque cela intéresse beaucoup de personnes. Au cours de ces 5 dernières années, la Sonamine a collecté pour le compte de l'État 954 kg d'or. Ça peut paraître peu en 5 ans, mais l'équipe qui s'occupait de cette opération de collecte depuis 2025, qui était composée comme chef d'équipe du CAPAM, du secrétariat national permanent du processus de Kimberley, du ministère des Mines et des FMO, ont fait depuis 2005 à 2021 en achat et en collecte 780 kg d'or. Ce que nous avons en 5 années uniquement en collecte fait un peu plus de 900 kg d'or. Donc, pour une valeur estimée à plus de 60 milliards de francs CFA en 5 années, avec un capital social de 10 milliards de francs CFA. Nous avons, j'ai parlé tout à l'heure de la loi portant code minier et ses décrets d'application, nous avons dans le pipe un ensemble de projets. Nous avons un projet de mise en place d'un laboratoire d'analyse géologique et minière, parce qu'il faut dire que l'un des gros problèmes que rencontre notre secteur minier, c'est l'absence d'un laboratoire. Et, on est obligé, nous, même la Société nationale des mines, ou alors toutes les sociétés, d'envoyer les échantillons en Afrique du Sud, au Canada ou au Ghana pour faire des analyses. Donc nous avons un projet monté, bouclé, fin prêt, avec un terrain déjà acquis pour la réalisation de ce projet. Nous avons également un projet monté, fin prêt pour la mise en place d'une raffinerie d'or au Cameroun, avec un terrain déjà également acheté. Les discussions avec le partenaire vont très vite. Nous avons foi que d'ici la fin d'année, nous serons opérationnels pour ce qui est de la raffinerie. La majorité des sociétés titulaires des permis d'exploitation industrielle, l'État à travers la Sonamine est déjà actionnaire à hauteur de 10%. Nous avons même poussé plus loin parce que nous avons demandé à ces sociétés de nous donner les modalités de prise de participation supplémentaires. Parce que la loi nous permet, en dehors des 10% que nous prenons dans les sociétés, de prendre 25% supplémentaires. Donc nous avons demandé à ces sociétés, nous attendons le retour de ces sociétés et nous allons travailler avec des partenaires pour l'augmentation du capital de la part de l'État dans ces sociétés à hauteur d'au moins 35% pour nous permettre d'avoir le minimum de blocage et un meilleur suivi de ces projets. Avant de poursuivre notre conversation, nous allons nous arrêter sur l'actualité majeure de cette semaine, la célébration de la fête de l'unité, marquée évidemment par des cérémonies civiles et militaires à Yaoundé, notamment au boulevard du 20 mai 1972, présidé par le chef de l'État, chef des forces armées, le président Paul Biya, qui a également, avec son épouse, la première dame, offert une réception appelée Banquet de l'Unité au Palais de l'Unité. Voici la journée du 20 mai 2026, la journée du président, racontée par Yves Margozzo. La fête nationale, une célébration de grande importance qui a une symbolique très forte dans le calendrier républicain. Ce 20 mai 2026, les ingrédients d'une célébration réussie sont visibles dès l'esplanade, avec notamment des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La grande procession vers le boulevard éponyme commence à 12h ce mercredi, avec le départ du cortège présidentiel tiré par 24 motocyclettes qui affichent sa puissance, son prestige et sa somptuosité. Tout au long du parcours et notamment aux principales intersections, la foule accompagne le cortège par ses applaudissements et ses chants patriotiques. Pour Paul Biya, qui vient à la rencontre de ses compatriotes ce 20 mai 2026, il s'agit de mettre à nouveau l'unité nationale au centre de nos vies, de bâtir une nouvelle fraternité. Au fur et à mesure qu'il progresse, le cortège présidentiel gagne en épaisseur et aux 24 motocyclettes vont bientôt s'ajouter la cavalerie. 60 chevaux du groupement d'honneur de la garde présidentielle
qui vont contribuer à solenniser davantage l'arrivée du chef de l'État à la place du défilé. À sa descente de voiture, le président Biya est accueilli par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. Il s'incline par la suite devant le drapeau de la République avant de passer en voiture les troupes en revue. Occasion pour lui d'entrer en interaction avec elles. Et c'est sous les applaudissements nourris de l'assistance, dans les rangs de laquelle on retrouve les invités spéciaux de la République sœur du Tchad, les représentants des grands corps de l'État, les membres de la famille diplomatique en poste au Cameroun, la hiérarchie militaire et des milliers de citoyens ordinaires venus vivre la parade. Et c'est sous les applaudissements nourris de l'assistance que Paul Biya regagne la tribune officielle. Une assistance dans les rangs de laquelle on retrouve les invités spéciaux, les représentants des grands corps de l'État, les membres de la famille diplomatique en poste au Cameroun, la hiérarchie militaire et des milliers de citoyens ordinaires venus vivre cette parade. Une parade qui sera une parfaite symbiose du civil et du militaire, avec en ouverture comme d'habitude la chorégraphie des aéronefs dans le ciel, suivie du passage des détachements des forces armées tchadiennes, invité spécial de cette 54e édition. Des troupes de défilants en carré serré, ordonnés et imposants, des colonnes de blindés, des équipements militaires de toutes sortes qui témoignent du degré de modernité de notre armée. Le défilé militaire sera, comme à l'accoutumée, un véritable donner à voir. Pendant près d'une heure, nos forces de défense et de sécurité ainsi que les unités paramilitaires vont démontrer leur capacité à sanctuariser le territoire national et à contribuer à son développement. À la fin de la parade militaire, le commandant des troupes s'avance vers le président de la République, chef des forces armées, pour lui présenter ses civilités. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des forces armées, fin de la parade militaire de la 54e édition de la fête nationale de l'unité au boulevard du 20 mai. L'ensemble des troupes était sous le commandement du général de brigade Chembou Zambogui Merlin, commandant le secteur numéro 1 de la force multinationale mixte de la Commission du bassin du lac Tchad. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. Le défilé civil qui prend le relais sera notre régal, avec en première ligne les élèves du primaire, du secondaire, du supérieur et des grandes écoles. Avec une attention soutenue, le président de la République regarde le passage des défilants, n'hésitant pas à poser des questions et à commenter, en compagnie des personnalités qui l'entourent, certaines séquences du défilé. La forte participation des formations politiques qui ouvrent l'ultime tableau de la fête témoigne de l'adhésion de ceux-ci, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, à la symbolique de cette célébration. Un succès en termes de participation qui dépasse toutes les espérances. Et c'est en toute beauté que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, fort de ses nombreuses victoires aux récentes consultations électorales, et notamment à celle de son candidat président à la dernière élection présidentielle, va venir mettre le point final à cette célébration. Entre-temps, plus de 2 heures d'horloge se sont déjà écoulées. Et c'est fort de ce nouveau souffle, de cette nouvelle intensité donnée à notre unité, que le couple présidentiel Paul et Chantal Biya va quitter le boulevard du 20 mai pour le palais de l'Unité, avec à son passage une foule plus nombreuse encore. Le 20 mai 2026 entre dans les livres d'histoire, laissant derrière lui le souvenir d'une volonté farouche des filles et fils du Cameroun de faire toujours bloc derrière le chef de l'État, incarnation la plus achevée de son unité. À propos d'unité nationale, les ressources minières du Cameroun, elles nous unissent davantage ou alors nous divisent? Si je regarde l'engouement que nous observons sur le terrain, nous avons plus de 30 000 artisans présents sur le terrain, venant de divers horizons, de diverses régions du pays. Je dirais que c'est un véritable facteur d'unité nationale que nous observons sur le terrain. L'activité minière donne une impression d'anarchie, comme un marigot dangereux où les gros poissons mangent les petits.
Dans cet univers de caïman, vous, la Sonamine, vous faites quoi? Vous fermez les yeux pour éviter les problèmes et voir grandir vos enfants, ou alors vous foncez et vous faites ce que vous avez à faire? L'activité aurifère est bien encadrée. La loi portant code minier fait une différence nette entre celui qui contrôle les opérations de production et l'entité qui contrôle l'activité d'exploitation, même si la production se retrouve à l'intérieur de l'activité d'exploitation. L'article 116 de la loi portant code minier, pour ne citer que cet article, confère à la Société nationale des mines la prérogative du suivi et du contrôle des opérations de production. Je voudrais insister sur les opérations de production, de commercialisation, de transformation ou de valorisation des substances précieuses et semi-précieuses issues de l'exploitation artisanale et artisanale semi-mécanisée. C'est dire que la Sonamine se limite au suivi et au contrôle de la production. À côté de cela, vous avez le texte organique du ministère des Mines qui date de 2012, toutes les lois portant code minier, y compris celle de 2019, qui confèrent au ministère des Mines la surveillance administrative et le contrôle technique des activités d'exploitation et de toutes les activités minières, à travers notamment la direction des mines et la direction de la géologie qui, au quotidien, de manière semestrielle, réalisent des missions de surveillance administrative et de contrôle technique à travers les délégations départementales qui doivent être sur le terrain au moins une fois par mois, si ce n'est en permanence, la délégation régionale et mieux encore à travers la brigade nationale de contrôle des activités minières et ses démembrements, parce qu'il y a des brigades régionales dans toutes les régions. C'est dire que chacune des administrations sait très bien à quoi s'en tenir. Donc ce que nous faisons, nous parcourons les sites. Lorsqu'on trouve un opérateur en train d'exploiter, on s'y installe de force et on commence à suivre la production et à collecter l'impôt synthétique minier libératoire et le droit de sortie. Et en retour, nous informons l'autre partie, c'est-à-dire l'administration en charge des mines, qui elle a la charge du suivi à travers les surveillances administratives et le contrôle technique. Surveillance administrative pour s'assurer que la société dispose de toutes les autorisations pour mener l'activité qu'elle est en train de mener. Contrôle technique pour s'assurer que la société mène les activités conformément aux règles de l'art. La prolifération de l'illégalité, justement, et même la part du lion attribuée aux étrangers fragilise le travail de la Sonamine et donc aussi le recouvrement des ressources par l'État. Qui soutient cette mafia et comment mettre un terme à tout cela? Il faut dire que cette mafia, comme vous l'appelez, ne date pas d'aujourd'hui. Nous nous y retrouvons aujourd'hui parce que nous avons refusé de considérer le passé comme une boussole nous permettant de rectifier le présent pour mieux planifier le futur. Il me souvient qu'avant les années 2011, aucune activité semi-mécanisée n'avait cours sur le terrain. Déjà, il faut dire que l'activité d'exploitation artisanale sur le terrain au sens strict est menée depuis l'époque coloniale par les populations dans la région de l'Est. Alors en 2011, il y a des ingénieurs des mines qui ont pensé qu'avec la construction du barrage de Lompanga, une partie de la localité de Betareoya, riche en or, devait être noyée. Alors ces ingénieurs ont obtenu l'autorisation de faire entrer des engins dans ce qui était considéré comme exploitation artisanale au sens strict. On parlait à ce moment d'exploitation artisanale peu mécanisée. Nous sommes en 2011, cette opération avait été baptisée Opération Gold. Donc l'opération Gold consistait à ramener dans le circuit au moins 90% de la production de l'or. C'est cette opération qui a amené les engins dans l'exploitation artisanale semi-mécanisée. On est en 2011, la loi applicable, c'est la loi de 2021, qui n'avait pas pris en compte ce type d'exploitation. Donc la réglementation en vigueur, cette activité échappait
à la réglementation en vigueur, la loi de 2011. Par la suite, le 1er août 2014, le Premier ministre chef du gouvernement a pris un décret qui demandait au CAPAM de prélever 15% de la production de cette activité. Donc cette activité se pratiquait déjà sans aucune autorisation d'exploitation artisanale, peu mécanisée comme on appelait à l'époque. Les exploitants utilisaient des autorisations d'exploitation artisanale au sens strict qui étaient données aux personnes de nationalité camerounaise, qui avaient des partenaires technico-financiers, qui étaient des étrangers et qui venaient avec des engins. Cette activité illégale date de 2011. Maintenant, comme piste de solution, il y a 4 choses qu'il faut faire. Quelles sont-elles? Pour maîtriser ce secteur. Il faut déjà commencer pour l'exploitation artisanale au sens strict. Je vous ai dit qu'on a plus de 30 000 artisans sur le terrain. La loi portant code minier renvoie l'attribution des autorisations d'exploitation artisanale aux mairies. Il est question pour les maires de s'assurer avant la délivrance d'une autorisation d'exploitation artisanale à un individu de nationalité camerounaise que cet individu est membre d'une coopérative ou d'un GIC. Comme ça, vous aurez des autorisations d'exploitation artisanale au sens strict qui seront attribuées à des individus à l'intérieur d'un GIC. C'est l'expérience qui nous vient du secteur du cacao, où là-bas la vente du cacao se fait en coopérative ou en GIC, parce que la difficulté que nous avons pour l'instant sur le terrain, c'est de mettre la main sur les artisans. La deuxième solution concerne l'exploitation artisanale semi-mécanisée. Il est question de fermer toutes les activités d'exploitation artisanale semi-mécanisées qui ont cours sur le terrain, parce que 90% de ces exploitations sont dans l'illégalité. Pour celles c'est ce que le ministre est allé faire à l'Est récemment. Effectivement. Pour celles qui ont obtenu des autorisations d'exploitation artisanale semi-mécanisées, les 57, nous avons remarqué que parmi ces 57, il n'y a pas 10 qui ont produit un plan de gestion et de réhabilitation. Ça, c'est un problème, qui ont un certificat de conformité environnementale. Il en est de même pour le paiement de la caution de fermeture des sites, qui est de 3 millions par hectare, puisqu'on attribue 21 hectares, ça fait 63 millions. Nous avons constaté qu'il n'y a que 17 sociétés qui ont payé, qui se sont acquittées de ces 63 millions, 17 sur 57. Et je précise que le reçu du paiement de cette caution constitue un préalable à l'attribution. Donc il est question de fermer ces semi-mécanisés. Et lorsqu'on ferme ces semi-mécanisés, que nous repartons de zéro. La loi portant code minier de 2023 précise que pour qu'on attribue une semi-mécanisée à une personne morale de droit camerounais, il faut que les nationaux détiennent au moins 51% de parts à l'intérieur de la société. Celles qui ont bénéficié des autorisations semi-mécanisées, les 57, ont des nationaux de façade. Donc il est question Ils ne remplissent donc pas ces conditions. Ils ne remplissent pas ces conditions. Il est question pour la suite de faire porter les parts de ces nationaux ou de ces sociétés privées par la Société nationale des mines, qui entrera dans ce cas dans la société d'exploitation à hauteur de 51%. On aura donc un meilleur contrôle, un meilleur suivi de la production de ces sociétés. En 3, la troisième solution, c'est de permettre à la Société nationale des mines de racheter la totalité de la production aurifère qui sortira de terre. Et enfin, 4e solution, qui pour nous est la plus importante, l'application stricte et rigoureuse des dispositions législatives et réglementaires encadrant le secteur minier. Il y a cette nécessité pour la SONAMINE de suivre la production et la collecte de l'impôt synthétique minier libératoire dans les sociétés en activité. Est-ce que cette collecte-là se fait? En avez-vous les capacités, les équipes et même les équipements? Nous avons la capacité technique et les équipes, même si cette capacité technique demande à être renforcée. La difficulté que nous rencontrons sur le terrain, c'est que nous ne savons pas qui est autorisé et celui qui est autorisé, où est-ce qu'il est installé. Donc ce que nous faisons sur le terrain, nous ratissons le terrain parce que nous avons des équipes sur chaque site que nous avons identifié qui séjournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
pour enregistrer la production. Maintenant, vous savez, c'est des humains que nous avons sur le terrain, ce n'est pas des machines que nous avons sur le terrain. Donc, il peut y avoir des manipulations au niveau des déclarations sur le terrain. Ça peut arriver, mais nous avons un très bon maillage du terrain pour ce qui est de l'exploitation artisanale semi-mécanisée. Nous avons hérité d'environ 150 personnels issus de l'ex-cadre d'appui et de promotion de l'artisanat minier. C'est dit que le personnel qui est sur le terrain est qualifié pour mener ses activités. Le personnel qui est sur le terrain a été outillé pour mener ses activités. Il faut qu'il y ait de la coordination dans les activités, dans le suivi de l'activité d'exploitation et le suivi des activités de production. Au sujet du terrain, quels échos avez-vous du respect du seuil de production fixé par le ministre des Mines aux exploitants? Nous avons accueilli favorablement le seuil de production fixé par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, immédiatement après que le ministre ait publié la liste d'environ 14 sociétés qui ont pris des engagements à respecter ce seuil. Nous avons adressé une correspondance au ministre des Mines pour solliciter les engagements pris par ces sociétés. Nous avons également saisi les 14 sociétés qui ont pris ces engagements pour les informer qu'à partir de la fin du mois de mai en cours, nous viendrons pour le prélèvement conformément aux engagements pris avec le ministre des Mines. Les correspondants sont partis il y a de cela environ 2 semaines. Les retours que nous avons des exploitants, c'est des grincements de dents. Donc vous ne serez pas bien accueillis à la fin du mois quand vos équipes vont se déployer pour les prélèvements? On risque de ne pas être bien accueillis parce que ce qu'il faut dire sur le seuil qui a été fixé, ce n'est pas la première fois qu'au Cameroun on fixe un seuil de production. Il y a un arrêté du ministre des Mines qui date de décembre 2016 qui fixait déjà ce qui avait fixé à cette époque-là le seuil de production, qui était calqué sur le nombre d'excavateurs qu'un exploitant pouvait utiliser. Par excavateur, il était attendu 50 grammes d'or par excavateur par jour, déclaration minimale de production, et 20 jours de production au moins pour les sociétés. Donc si vous aviez un excavateur, la déclaration minimale c'était d'1 kilogramme à la fin du mois. Si vous avez 2 excavateurs, la déclaration minimale était de 2 kg. Si vous avez 3 excavateurs, la déclaration minimale à la fin du mois de production était de 3 kg. Et je reprécise que la loi de 2021 limitait le nombre d'excavateurs à 3 par société. Cette fois-ci, nous sommes revenus avec le seuil de production qui est basé sur le nombre de bols à utiliser. Mais sur le terrain, toutes les sociétés ne travaillent pas avec des bols. Vous avez des sociétés qui utilisent ce qu'on appelle des wash planes. Vous avez des sociétés qui font de la cyanuration sur le terrain. Donc la décision qui s'appuie sur les bols ne prend pas en compte les 2 dernières catégories, c'est-à-dire les dispositions de la loi portant code minier imposent aux sociétés qui souhaitent mener des activités d'exploitation artisanale semi-mécanisées de déposer dans leur dossier une étude sommaire sur le périmètre qu'elles sollicitent, et cette étude sommaire doit préciser les quantités et l'épaisseur du minerai exploité. Pour nous, c'est sur la base de cette étude sommaire validée par le ministère des Mines sur le terrain que devrait découler le seuil de production à fixer à chacune des sociétés en fonction de son étude sommaire et de la validation faite sur le terrain. Mais les retours s'annoncent, nous n'avons pas le choix. Et cela dès la fin de ce mois? Dès la fin de ce mois. Nous avons même déjà, comme nous avons commencé à imposer cela à la fin du mois d'avril, mais seulement la décision ne couvrait pas la totalité du mois d'avril. Nous espérons que nous mettrons en application les instructions de notre tutelle technique pour le mois de mai sur le terrain. Il y a d'ailleurs eu d'autres instructions, notamment du Premier ministre chef du gouvernement cette semaine en conseil de cabinet. Entre autres choses, il demandait aux autorités en charge de ce secteur de faire appliquer la réglementation qui encadre le secteur, toute la réglementation et dans toute la froideur. Voici le point des sujets abordés lors de ce conseil de cabinet et des recommandations avec Laurentine Bokono.
Les sujets inscrits à l'ordre du jour du conseil de cabinet tenu ce jour à l'immeuble Étoile portent en écho l'actualité courante au Cameroun. L'abus des droits des travailleurs, les abus de diverses natures constatés sur le terrain ont ces derniers temps alimenté la chronique sociale. Il est temps de faire respecter le travail décent. Notre rôle est de vraiment protéger les travailleurs face à tous ces manquements et à tous ces dérapages que vous avez vous-même constatés. Bilan en noir et blanc de l'activité relative à l'exploitation minière artisanale au Cameroun. L'illégalité égale écart entre ce qui est déclaré et ce qu'on exporte, qui se trouve à Dubaï et dans les autres pays. La structuration qui conduit à la légalité égale recettes immédiates pour l'État en centaines de milliards et aussi une augmentation nette des réserves de l'or de l'État. Tout aussi sombre est l'ampleur de l'illégalité dans laquelle évoluent les sociétés étrangères. Au compteur, 200 sites déjà identifiés dans l'exploitation minière artisanale semi-mécanisée. Avec la restructuration, les Camerounais vont reprendre le secteur artisanal, selon la loi, avec les sociétés étrangères qui seront relayées au rang des partenaires techniques et financiers. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngoteh, a instruit de veiller à l'application effective de la législation en vigueur à l'endroit de chaque société exploitante en vue d'aboutir progressivement à la restructuration du secteur. Au ministre en charge de l'environnement, il a été demandé d'assurer pleinement les responsabilités qui lui incombent en veillant avec la plus grande rigueur au respect des exigences prescrites dans le cadre du processus de délivrance des titres miniers. Les discussions lors du conseil de cabinet rentrent dans le droit fil de ce que la Sonamine recherche, de ce que le ministère des Mines même recherche, à savoir la légalité et la droiture dans ce secteur. Nous saluons les conclusions de cette réunion du conseil de cabinet qui va permettre au secteur minier d'avoir une bouffée d'oxygène. L'application stricte et rigoureuse des dispositions de la loi portant code minier, la fermeture de l'ensemble, la totalité des sites d'exploitation que nous rencontrons sur le terrain. Très bien. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui fâche, c'est la question de l'or camerounais qui se volatilise dans les paradis miniers à l'étranger. Quels sont les vrais chiffres? Qu'est-ce que nous y perdons? Merci pour cette question qui a meublé l'actualité pendant plusieurs mois sur les chiffres des quantités d'or déclarées reçues à Dubaï et les exportations officielles. Il faut dire que ce n'est pas un phénomène nouveau. La Société nationale des mines a d'ailleurs appelé l'attention de la très haute hiérarchie là-dessus depuis 2022, parce qu'en 2021, nous avons reçu un rapport d'Interpol sur l'exploitation illégale de l'or en Afrique subsaharienne. Et dans ce rapport, il est dit que les exportations d'or du Cameroun vers Dubaï sont passées de 0,3 tonnes en 2008 à 11,7 tonnes en 2018, en 10 ans. Et lorsque nous avons un sommet, on se retrouve à un peu plus de 73 tonnes d'or exportées vers Dubaï en 10 ans, alors que les exportations officielles sur cette période de 10 ans n'atteignent pas 1 tonne. Le rapport ITIE de 2023 mentionne 15,2 tonnes. Par contre, on observe des exportations officielles d'environ 23 kg. Je vais vous faire une exclusivité là-dessus, qu'en 2025, la situation elle est chaotique, parce qu'en 2025, c'est 0 gramme d'or officiellement exporté du Cameroun, pendant que la dernière compilation, en attendant la compilation officielle des informations que nous avons reçues de Dubaï, fait état de 8,4 tonnes d'or reçu à Dubaï pour l'année 2025. L'année 2024, c'est 3,8 kg d'or exporté à Dubaï, exporté de manière officielle,
alors que Dubaï nous annonce 12,2 tonnes. Au cours des 5 dernières années, de 2021 à 2025, Dubaï a enregistré en provenance du Cameroun 44 tonnes d'or en provenance du Cameroun, alors que les exportations officielles sur la même période de 5 années font état de 148 kg d'or exportés. La valeur des 44 tonnes exportées par Dubaï... Tout cet or-là passe comment et à travers quel circuit? Parce que c'est la question que les Camerounais se posent tous. Les 44 tonnes d'or exportées à Dubaï ont une valeur de 3,4 milliards de dollars américains. On se pose la question de là où cet or passe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la loi de 2023, les personnes, il y avait un agrément qui s'appelait un bureau d'achat et de commercialisation qui était délivré pour vous autoriser à acheter, à commercialiser et à exporter et importer l'or. Lorsque le président de la République promulgue la loi de 2023, il y a environ 170 bureaux d'achat en cours de validité. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 105 bureaux d'achat en cours de validité. Ce qui se passe, c'est que c'est certains titulaires de ces bureaux d'achat qui utilisent l'agrément en cours de validité pour acheter de l'or et justifier à l'international le fait qu'elles sont autorisées à acheter, à exporter et à vendre l'or du Cameroun. Cet or passe généralement par nos frontières, passe par les aéroports. Vous vous souvenez qu'à une époque, en 2023, on avait saisi 30 kg d'or dans un vol d'une compagnie africaine. En 2023 également, on a saisi 25 kg d'or à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. L'année dernière, on a saisi un peu plus de 10 kg d'or entre Yaoundé et Monsieur le Directeur général, est-ce que, de façon honnête, il n'y a pas des gros bras et des gens dans le système qui prennent une part active dans cette mafia? Ce qui est sûr, c'est que pour sortir de l'or du Cameroun, si vous n'avez pas de complicité, vous ne pouvez pas faire sortir de l'or du Cameroun. Dans tous nos aéroports, nous avons des détecteurs des métaux qui vous scannent lorsque vous passez. L'or est un métal qui est détecté lorsque vous entrez, lorsque vous traversez ces détecteurs. Donc il y a énormément de complicité qui favorise la sortie de l'or du Cameroun. Et les Camerounais sont convaincus que vous tous, les hauts responsables du secteur, soutenez ce marché noir parce que chacun y gagne quelque chose. Est-ce que, en ce qui vous concerne, vous avez les mains totalement propres dans cette affaire? Totalement propre. À la Sonamine, nous pratiquons ce qu'on appelle une transparence aquarium. Je vous ai dit que la loi de 2016 demandait qu'on habilite des bureaux d'achat pour les opérations d'achat et de commercialisation de l'or et du diamant. La loi de 2023, les bureaux d'achat étaient attribués par le ministre des Mines. La loi de 2023, de décembre 2023, confère à la Société nationale des mines l'agrément de ce qu'on appelle le comptoir de commercialisation. Donc les comptoirs de commercialisation, c'est cet agrément qui est venu remplacer le bureau d'achat pour l'achat et la commercialisation de l'or, des substances précieuses et semi-précieuses au Cameroun. De 2023 à 2026, la Sonamine n'a attribué aucun agrément de comptoir de commercialisation parce que nous ne voulons pas être mêlés à ce que les titulaires, certains titulaires de bureaux d'achat sont en train de mener sur le terrain. Essayez un peu, pour la bonne compréhension des uns et des autres, de nous rappeler dans ce marché de l'or, qui fait quoi exactement et quel est le rôle de la Sonamine? Bien. Le rôle de la Sonamine, déjà c'est le comptoir unique depuis la loi de 2023, seule habilitée à acheter et à commercialiser l'or au Cameroun. Elle peut habiliter un comptoir commercial comme pour l'accompagner dans cette activité d'achat et de commercialisation, ce que nous n'avons pas fait jusqu'à date. Les missions de la Sonamine sont contenues dans l'article 116 de la loi portant code minier, c'est-à-dire le suivi et le contrôle des activités de commercialisation. Nous nous limitons aux activités
de commercialisation. Nous intervenons également lorsqu'il faut signer le certificat d'exportation de l'or issu de l'exploitation artisanale semi-mécanisée. Lorsque c'est de l'or issu de l'exploitation artisanale au sens strict, c'est le ministre qui signe seul le certificat d'exportation, également pour la petite mine et la mine industrielle. Et des travaux que nous avons faits avec certains syndicats des bureaux d'achat et de commercialisation, il revient que c'est l'hyperfiscalité qui fait en sorte que certains exploitants préfèrent utiliser d'autres voies pour pouvoir sortir avec l'or du Cameroun. Est-ce que la Sonamine peut porter plainte? Oui, nous pouvons effectivement porter plainte si nous avons la liste des personnes qui ont exporté de manière illégale l'or du Cameroun. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on vous trouve avec de l'or, au jour d'aujourd'hui, si vous n'avez pas la documentation nécessaire qui vous autorise à détenir par devers vous l'or, cet or est immédiatement confisqué et est retrocédé dans le cadre de la constitution des réserves d'or stratégiques de l'État. Très bien. Dernier arrêt, l'ère du temps, la chronique sociale d'Actualité Hebdo. Nous allons voir comment les Camerounais se sont réveillés, notamment à Yaoundé, le 21 mai, lendemain de la célébration de la fête de l'unité. Voici le tour d'horizon de Barbara Padjama. 7h30, nul besoin de faire l'appel. C'est presque du vide à l'horizon. Yaoundé n'a pas voulu tomber de son lit ce jour d'après. Pour les plus malabares, une tasse de café au resto de fortune pour commencer. Et ce matin, moi, je suis là et je n'ai pas de problème. Pour dissiper les effluves de la veille, un tête-à-tête avec l'actualité ramène à la réalité. Reprendre un peu tôt pour gérer certaines urgences en interne. La journée semble assez remplie. À l'entrée de plusieurs administrations, les vigiles avaient le même slogan. Il n'y a encore personne, revenez vers 11h. Alors lorsqu'on a pris un engagement, on doit l'assumer pleinement. Donc je suis là. C'est vrai que c'est un peu très calme ce matin, mais j'ose croire que mes collègues vont arriver d'un moment à l'autre. Un tour du propriétaire rassure. Tout le monde est à son poste, sans négociation, après le chômage du vin. Nous n'avons pas à sonner des cloches pour faire venir les gens, et ils le savent. 7h30, c'est l'heure du début des travaux, en dehors de ceux qui travaillent dans la nuit, pour vous dire que nous avons des services de car. Ceux qui ont visiblement traîné leur corps arrivent au compte-gouttes avec une vive conscience professionnelle. Nous étions un peu fatigués le matin, mais nous sommes là. On a déjà reçu plusieurs usagers, comme nous sommes au poste du courrier. Au fil des heures, les parkings se remplissent. Les marches font monter des visages encore assommés. Avec les présents de ce 21 mai, ceux qui ont séché le boulot trouveront des piles de dossiers, avec pour les moins chanceux, une demande d'explication. Monsieur le directeur général, laissons un peu les Camerounais se réveiller tranquillement et reparlons de l'or. Il me semble bien que la Sonamine dispose de l'exclusivité des opérations d'achat et de commercialisation des substances minières, minérales, ainsi de suite. Pourquoi, sur le terrain et dans la pratique, ce n'est pas tout à fait le cas? On se rend compte qu'il y a beaucoup d'usurpation et que vous n'exercez pas cette exclusivité. Nous avons commencé par acheter, nous avons dû arrêter, parce que la première difficulté que nous rencontrons, c'est l'imposition à la Société nationale des mines d'une TVA, d'une taxe sur la valeur ajoutée, d'une TVA sur l'or que nous achetions. Nous avons adressé un plaidoyer à l'administration fiscale par rapport à cette question pour que l'or acheté par la Société nationale des mines soit exonéré de la TVA. Parce que si vous achetez de l'or sur le terrain, même si c'est avec une décote qui peut aller jusqu'à 10%, et si vous devez la revendre avec une cote de 19,25%, vous êtes perdant et personne ne viendra chez vous parce qu'il y a l'or, il y a plusieurs pays qui détiennent des ressources aurifères. La doléance à l'administration fiscale s'applique dans beaucoup d'autres pays et dans beaucoup d'autres zones. Je prendrai l'exemple de l'or d'investissement, qui est l'or sous forme de lingot et qui a une pureté supérieure ou égale à 99,5%, qui est exonéré de TVA dans l'Union européenne, qui est exonéré de TVA au Royaume-Uni,
qui est exonéré de TVA aux Émirats Arabes Unis. Si vous allez à Dubaï, dans ce qu'on appelle les Gold Souk, vous achetez de l'or dans un Gold Souk, il n'aura pas de TVA. L'or est exonéré de TVA à Hong Kong et même en Suisse. Et si nous revenons en Afrique, l'Afrique du Sud, le Ghana le fait, le Mali le fait et même la Tanzanie. C'est la doléance que nous avons posée à l'administration fiscale et nous espérons que cette doléance pourra trouver un écho favorable pour nous permettre enfin de remplir pleinement cette mission. Le ministre des Finances, qui est le patron de l'administration fiscale, regarde cette émission parce qu'il fait partie des fidèles téléspectateurs. Nous sommes rassurés. La deuxième difficulté que nous avons, c'est une difficulté mineure, c'est la disponibilité des ressources pour l'achat. Elle est mineure parce que nous avons plusieurs institutions financières internationales et nationales qui nous courent après pour pouvoir mettre des ressources financières à notre disposition pour que nous achetions de l'or pour leur compte. Sauf que cela ne rentre pas dans la stratégie de la SONAMIN. La stratégie de la SONAMIN est de permettre à l'État de disposer des ressources, d'un stock d'or stratégique. Donc nous voulons acheter de l'or pour que l'État, pour le compte de l'État, pour permettre à l'État d'avoir un stock d'or stratégique. Pour nous, ça ne serait pas bien qu'on entende que le Cameroun vend de l'or à l'international. Pourtant, nous avons des problèmes pour le financement de notre économie, alors que si nous disposons d'un stock d'or stratégique, ce stock d'or peut permettre de lever des fonds, peut permettre d'abaisser le taux d'endettement du Cameroun à l'international, peut permettre de garantir les emprunts de l'État, l'or étant une valeur refuge par excellence. Donc nous pensons que si la question de la TVA est levée, nous allons entrer de plein pied dans cette activité. Je termine par vous-même, Serge Hervé Boyo-Guénon. Être un directeur général de la quarantaine face à tous ces hiérarques et aux apparatchiks du système, cela vous facilite le travail ou plutôt le rend plus difficile encore? Je dirais les deux. Parce que nous avons grandi entre les mains de plusieurs personnalités qui n'ont pas cessé de voir en nous le petit enfant qu'on était lorsqu'on commençait dans l'administration. Mais sauf que nous avons une structure à gérer et nous sommes parfois obligés d'appliquer les dispositions de la loi avec toute la rigueur nécessaire et ce qui ne nous vaut pas toujours des amis. Il faut dire que depuis que nous avons été portés à la tête de la Société nationale des mines, nous avons perdu beaucoup d'amis fidèles que nous avions lorsque nous étions par exemple sous-directeurs ou directeurs des mines. Beaucoup ne comprennent pas que la vie de la Société nationale des mines, l'intérêt du Cameroun, la tâche qui nous a été donnée, pour nous, elle est au-dessus de tout, elle est au-dessus de nos intérêts personnels, elle est au-dessus de nos égos. L'univers des mines n'est ni propre, ni clair, et tout ce que vous venez de nous apprendre durant cette émission le conforte. Alors, peut-on y être à votre niveau de responsabilité sans se salir les bras jusqu'au coude? C'est possible. Nous avons, dans une autre vie, nous avons été sous-directeur du cadastre minier. Le sous-directeur du cadastre minier gère toute la cartographie du pays, toutes les zones libres du pays ainsi que les données. Nous avons été directeur des mines beaucoup plus jeunes, où nous instruisions les titres miniers que nous portons à la signature du ministre des Mines. Je pense qu'il faut savoir ce qui vient, il faut savoir que l'intérêt général, l'intérêt de la nation est supérieur à tout. Si vous mettez l'intérêt général au devant, vous pouvez très bien être dans le secteur minier et vous en sortir sans vous salir les côtes. Lorsque le chef de l'État promet des postes aux jeunes au sein du prochain gouvernement et dans le mouvement prévu
au sein des sociétés d'État, à la tête des sociétés d'État en tout cas, vous vous dites c'est pour les autres car moi j'ai déjà la Sonamine, ou alors ça vous rend plus boulimique au point de vous amener à vouloir, à espérer, à désirer quelque chose de plus costaud que directeur général? Nous n'avons jamais rêvé être directeur général, arrivé où nous sommes arrivés. Nous sommes les soldats du pays, nous sommes les soldats du président de la République. Partout le devoir nous appellera, nous irons et nous ferons ce que nous avons à faire avec abnégation et dévouement total. Serge Hervé Boyou-Guéno, ingénieur des mines et de la géologie, directeur général de la Sonamine, merci d'avoir accepté l'invitation du directeur général de la CERTIM. Merci, mais avec votre permission, je voudrais dire un mot. Un tout dernier mot de fin sur les difficultés que rencontre la Société nationale des mines. On a été créé sans actifs miniers. Nous sommes une société minière qui n'a pas eu d'actifs miniers. On a eu comme seul actif les actifs immobiliers de l'ex-Capam. Nous sommes une société minière, société nationale, qui peine à avoir un titre minier majeur. Il est regrettable que la Société nationale des mines ne puisse pas avoir un titre sur l'or, que ce soit un permis de recherche, un permis d'exploitation semi-mécanisé ou un permis sur le fer, sur le cobalt, sur la bauxite, sur le rutile. Pourtant, nous avons fait plusieurs demandes dans ce sens-là, mais toutes les fois, nous avons été mis sur la balance et à concurrence avec les expatriés. Je voudrais profiter de votre antenne pour adresser mes encouragements au personnel de la Sonamine qui travaille depuis 5 ans dans un climat rude et d'extrême combativité. Toute ma reconnaissance et ma fierté de les avoir à mes côtés. Très bien, je crois que tous ces personnels vous ont compris. Merci d'être venus à Actualité Hebdo. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, tout passe et nous passons tous, mais le pays reste et restera. Prenons donc grand soin de notre chère patrie, notre terre chérie, le Cameroun. Bonsoir.